Il était une fois un conte oral dont les origines étaient assez incertaines. Un conte qui tirerait peut-être son origine d'Ampulé, un philosophe berbère du IIe siècle et de son mythe de Psyché. Un conte avec une morale forte, qui a été réécrit plusieurs fois, mais dont la principale adaptation est sûrement celle de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Un conte qui explique qu'il ne faut pas juger sur les apparences, et comment mieux parler de l'apparence qu'avec des images. Les années passaient, et plus les adaptations différentes les unes des autres s'accumulaient. Tout un univers fantastique à adapter, une imagerie de malédiction, du conte à réinventer en permanence. Car en réalité, comment adapter La Belle et la Bête? Au-delà de ça, ne pas juger sur les apparences, il y a aussi des messages plus insidieux, des valeurs que le vieux conte a essayé de propager. On trouve ici la justification des mariages fréquents à cette époque entre hommes mûrs, souvent veufs, et filles très jeunes. Il ne restait à ces maris âgés qu'à entourer les jeunes épouses de tous les égards et aux jeunes femmes à respecter la situation mondaine et la valeur des quadragénaires. Et ça c'est Marie-Antoinette Renaud qui le dit dans le livre Madame le Prince de Beaumont, vie et œuvre d'une éducatrice, qui est sorti en 1971. Et c'est là qu'on peut se poser la question. Et si c'était l'inverse, et que c'était la femme à l'allure repoussante, et le message serait-il vraiment le même? Et vraiment accepté aussi. C'est ce qui est toujours intéressant dans l'adaptation d'un conte, on a une évolution de la morale par rapport à l'époque. Par exemple, si je prends Pinocchio, qui est un conte pour apprendre aux petits garçons à obéir, il est placé par Guillermo del Toro dans un contexte fasciste dans le film récent, et ce qui va retourner le propos, hein, puisque l'obéissance justement au fascisme, c'est ce qui a mené à la guerre. L'avantage d'un conte, c'est qu'il est versatile en fonction de l'époque. Au point que je m'étonne qu'on n'ait pas encore fait une adaptation où les genres sont inversés. D'ailleurs, s'il y a un producteur-productrice qui passe par là et aime l'idée, je veux bien réaliser le film. Bon, en cherchant, il y a bien L'amour extra large qui parle un peu de ça avec Jack Black qui se fait hypnotiser par Tony Robbins qui joue son propre rôle. Il commence à voir l'apparence des gens en fonction de leur beauté intérieure et tombe amoureux d'une personne qui souffre d'obésité. Le film est pas terrible, mais il a au moins le mérite d'exister. Il y a eu aussi une adaptation moderne de La Belle et la Bête qui s'appelle Sortilège, mais j'en parlerai pas parce que c'est vraiment très mauvais. Hein. On va pas se mentir, quand je vous parle de La Belle et la Bête, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est sûrement le Disney. Et sûrement aussi les plus cinéphiles d'entre vous, la version de 1946 de Jean Cocteau. D'ailleurs, ces deux films, ils font partie des 50 films à voir avant 14 ans, selon le British Film Institute, bien que je comprenne pas comment une telle liste peut vraiment être objective. Et aussi La Belle et la Bête en animation est le seul film qui a été nominé à l'Oscar du meilleur film, ce qui pourra plus jamais arriver, puisqu'ensuite il y a une catégorie à part pour les films d'animation qui a été créée. Dans le film de 1946, on retrouve le style de Jean Cocteau, mais d'une manière un peu moins éclatée narrativement, car il doit quand même rester fidèle au conte. L'histoire, vous la connaissez. On va suivre l'histoire de Belle, troisième fille d'un marchand qui se fait exploiter par ses sœurs Acariate et Avide. Elle se fait courtiser par Avenant, un ami de son frère. Avenant, joué par Jean Marais, c'est un peu l'équivalent de Gaston de cette version, mais en quand même un peu moins con. Alors que son père s'en va en ville, les sœurs de Belle demandent un singe et un perroquet. Il faut que toute la ville en crève de jalousie. Un singe. Je voudrais un singe. Alors que Belle ne demande qu'une rose. La suite, c'est à peu près la même dans toutes les versions. Le père se réfugie chez la Bête, dans un château enchanté, qui a inspiré par exemple le château de Podane dans le film de Jacques Demy. Le château s'inspire lui-même du tableau de Podane de Gustave Doré, donc la boucle est bouclée. Malheureusement, le père cueille une rose de son jardin. On notera que l'utilité de la rose a été changée dans la version de Disney, et que la Bête s'énerve que le père soit rentré chez lui, contrairement au conte et au film de Jean Cocteau, où la Bête invite d'abord le père, et puis lui donne tout l'or qu'il veut. Ce qui rend finalement la Bête beaucoup plus cruelle dans le Disney. La Bête propose alors un marché au père, et lui dit qu'il doit rester ici pour l'éternité, sauf si une de ses filles veut prendre sa place. On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Il se trouve que Belle accepte de prendre sa place et donc va rester prisonnière du château de la Bête. Leur relation va évoluer petit à petit jusqu'à ce que la Bête se change en prince. D'ailleurs, dans le film de Cocteau, elle va prendre l'apparence de Avenant. Ce qui fait que Jean Marais va jouer 3 personnages, donc Avenant, la Bête et aussi le prince à la fin qui est en réalité la Bête. Ce que j'aime beaucoup dans le film de Cocteau, c'est les images qu'il procure. Cocteau compose ses plans comme un tableau avec un éclairage clair-obscur. Il y a des références explicites à Rembrandt, et la Belle est habillée comme la jeune fille à la perle par exemple au début du film.
J'ai déjà cité Gustave Doré, mais il y a aussi des références à beaucoup de ses tableaux. C'est un chef-d'œuvre du cinéma, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et Jean Cocteau a réussi à créer ce film, malgré un tournage assez catastrophique. Déjà on est en 1946, donc c'est pas la meilleure période pour tourner un film, c'est la fin de la guerre. Il y a des avions qui passaient pendant le tournage, il y avait une pénurie de pellicules, l'électricité sautait, Jean Marais a eu des furoncles, il y a une actrice qui s'est blessée, et Cocteau a eu une maladie de la peau qui fait qu'il ne pouvait pas rester sur un éclairage très longtemps. Bon, c'est pas très pratique quand on fait du cinéma, quoi, parce que l'éclairage, c'est un peu avec quoi on sculpte son film. Il y a eu beaucoup d'adaptations de La Belle et la Bête, et je pourrais pas tous les évoquer de manière exhaustive. Il existe aussi, par exemple, une version de Christophe Gans avec Léa Seydoux, mais je vais pas trop en parler parce que le film est assez moche, assez mal joué, et bref, il est pas très bien. Mais on peut citer un autre film d'animation réalisé par Mamoru Hosoda, qui est sorti en 2021, donc c'est très récent. Il s'appelle tout simplement Belle chez nous, et c'est une réinterprétation moderne de La Belle et la Bête, mais avec un monde virtuel. On va suivre Suzu, qui est devenue dans un monde virtuel une chanteuse hyper connue du nom de Belle, et elle va rencontrer un autre personnage, la Bête, qui est un espèce de hors-la-loi dans ce monde virtuel. Cette adaptation va évidemment prendre de grosses libertés tout en gardant le thème de l'apparence, mais cette fois avec une réflexion autour de l'apparence numérique. Le film cite parfois explicitement le Disney et le design du château et de la Bête est très similaire. Autant dire que le film va à 100 à l'heure, il est très plaisant à regarder, bien que parfois il garde un peu ce côté naïf que Mamoru Hosoda peut avoir. Mamoru Hosoda, c'est quand même un réalisateur que j'aime bien, il s'est fait les mains sur un film One Piece et un film Digimon, puis après il est parti dans des choses plus personnelles, donc Ameyuki, Les Enfants Loups, et aussi Le Garçon et la Bête. Répète ça! Répète si tu l'oses! Une des adaptations qui m'a le plus marqué de La Belle et la Bête est sans doute celle de 1970, une version tchécoslovaque, réalisée par, et là je vais sûrement mal prononcer, Juraz Herz. L'histoire est quasiment la même, mais le film contient un aspect beaucoup plus horrifique, et beaucoup moins conte de fées. Alors big up au générique qui est absolument effrayant et sublime. Alors on retrouve tous les codes, de la brume, beaucoup, il y a même une étrange marée qui fait encore plus de fumée, et le réalisateur, en plus d'avoir une très belle moustache, c'est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà fait beaucoup d'adaptations de contes, et c'est un peu sa spécialité. Ce qui est frappant, c'est le traitement de la Bête, qui entend des voix dans sa tête. Autant Cocteau filmait son amant Jean Marais de manière à quand même le mettre en valeur, autant cette fois la Bête est plus sombre et doit lutter contre sa propre bestialité pour se retransformer en homme. La Bête est assez effrayante en corbeau et ses voix dans sa tête participent à la rendre dangereuse, parce qu'on sait qu'à tout moment elle peut exploser. Alors vu que c'est pas fait en 3D tout ça, on garde quand même le fait que les yeux soient des yeux humains, et ce qui se trouve intéressant, parce que c'est toute la métaphore de la fenêtre de l'âme, et donc on va essayer de chercher l'âme de la Bête. Mais au final, à force de regarder des versions de La Belle et la Bête, ça m'a mené à un constat. Pourquoi est-ce que la soi-disant morale, c'est de voir au-delà des apparences? Parce que la Bête, c'est quand même un séquestreur, juste parce qu'on lui a piqué une rose, quoi. Sauf dans la version Disney où c'est juste complètement gratuit. Si on voit à travers les apparences, je pense que Gaston et Avenant valent pas moins que la Bête. C'est clairement autant un forceur qu'eux. On pourrait dire que c'est parce que c'est une autre époque, et que donc les mœurs sont changées, sauf que ça marche pas du tout, parce que les adaptations récentes de La Belle et la Bête, c'est la même chose. Et puis Belle, elle trouve que Gaston c'est un forceur, alors pourquoi elle trouve pas que la Bête est un forceur aussi? En fait c'est pas le cas. Au début de la relation entre la Belle et la Bête, il est présenté comme cruel. Show me the girl. Alors qu'est-ce qui se cache là-dessous? On parle souvent du syndrome de Stockholm, et je pouvais pas passer sous le silence pour en parler, mais en réalité, c'est mal comprendre ce que c'est le syndrome de Stockholm. Parce que déjà, il s'agit pas de ce type d'amour, et puis c'est aussi que l'otage se met à partager le but du geôlier. Mais la Belle n'a à aucun moment, même dans le film de Disney, idée des intentions de la Bête, donc elle peut pas se mettre à partager son but. À la limite, ça pourrait être le syndrome de l'infirmière qui rentre en jeu. Même Emma Watson le dit. C'est une incompréhension fondamentale du syndrome de Stockholm. À scène d'entrée, Emma Watson. Avec le syndrome de Stockholm, quelqu'un de prisonnier commence à s'identifier au but de celui qui l'a emprisonné. Dans notre histoire, ce n'est pas Belle qui change, c'est la Bête qui va se transformer. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la réponse d'Emma, ce n'est pas Belle qui change. Et je pense que c'est la clé fondamentale pour comprendre l'histoire. Il y a un indice de cette idée dans le film d'animation. Si l'on regarde l'inscription au mur, on peut lire en latin « Vincit, qui c'est Vincit ».
vaincra qui se vaincra. C'est-à-dire que pour vaincre, il faut se vaincre soi-même. C'est là que j'ai compris pourquoi ces œuvres me parlaient tant. Parce que c'est avant tout une histoire de rédemption. En fait, c'est peut-être juste du lobby pour le développement personnel. La Bête n'est pas moins méchante que Gaston au début du film. C'est pas tant une histoire de voir au travers les apparences, mais vaincre la bête en soi. Cette injonction, elle est présente dans le film de Cocteau aussi. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. On a une vision de la bête où la bête se change elle-même. Il se transforme en avenant et les deux mondes de Belle fusionnent, celui du château et celui de chez son père, ce qui brouille le message. Parce que finalement, si la bête se transforme en bel homme, eh bien la morale d'accepter l'apparence est un peu facile. Que disent les films, c'est que notre beauté se transforme en fonction de notre comportement. Ce qui est d'une certaine manière vrai, et ça s'appelle l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui fait qu'on va attribuer des qualités à quelqu'un ou quelque chose en fonction de nos premières impressions, ou bien d'autres qualités. Mais ça marche aussi de la beauté extérieure vers l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne belle, on va penser qu'elle est plus intelligente. Par exemple, dans Le Bon, la Brute et le Truand, le bon est pas plus bon, c'est juste son apparence qui fait qu'il a l'air bon, mais sinon il est pas beaucoup plus bon que le Truand. On retrouve aussi cette lutte intérieure, et surtout dans l'adaptation de 1978. Dans le film de Hearst, la bête essaye de lutter contre sa propre bestialité, et lutte contre son envie de sang. Exactement comme la figure du vampire qui doit avoir sa dose, et décider de l'avoir en mangeant des animaux ou des humains. Et ça va donner, je trouve, une scène de chasse en même temps terrifiante et en même temps magnifique. Il y a un peu une métaphore sexuelle de la bête qui doit lutter contre sa sexualité, même si dans le film de Disney, les références à la sexualité sont plutôt retirées. Au-delà du message. Ce message, je trouve que ce n'est pas vraiment pourquoi j'aime ce conte. Déjà parce qu'il y a tout l'imaginaire. On ne sait quasiment rien de la malédiction du prince. Si dans le Disney c'est vaguement expliqué, et encore on n'a pas les réponses à tout, un mystère plane au-dessus de ce château. Comment le temps passe? Pourquoi les gens ont oublié l'existence de châteaux? Pourquoi spécifiquement ne faut-il pas toucher la rose? Ça fait combien de temps que la bête est bête? Mais en fait, ce côté hors du temps, eh bien je crois que c'est ce que j'aime. Le mystère qui entoure ce château en ruine. Parce qu'on va pas se mentir, le lieu est extrêmement important et c'est un peu un film pour les bandeurs de châteaux. En fait, la version de Jean Cocteau a juste donné le ton, les objets qui bougent, les lieux qui sont presque des personnages, un lieu où le temps est dilaté grâce à des ralentis et des miroirs qui créent des images d'un autre monde. Nous sommes dans le merveilleux, une personne s'ennuie et trouve un univers totalement en dehors du sien. Mais contrairement à Harry Potter ou d'autres du genre, rien n'est vraiment expliqué. Les chandeliers, les déplacements des objets. Pourquoi ces personnages et ces sujets de la bête sont là? Le film de Jean Cocteau a créé tout un imaginaire autour, et peu s'en sont éloignés. En vérité, ce film a donné juste le ton au cinéma fantastique, tout court. Voilà aussi peut-être pourquoi il n'y a pas eu tant de remakes ou de réadaptations avec les mœurs de l'époque que ça. Parce que finalement, l'histoire, elle n'est pas très importante. C'est plus une excuse pour faire confronter le monde de la réalité avec ce monde merveilleux, maudit ou même numérique dans certaines versions. C'est la confrontation de deux mondes, et l'histoire importe peu. Voilà pourquoi La Belle et la Bête est, je trouve, très cinématographique. Parce qu'il renvoie à beaucoup d'images. Une imagerie du fantastique dont peu se sont éloignés. Une imagerie qui casse les codes, qui utilise les ralentis, les décors, la 3D dans les nouvelles versions. Une imagerie qui utilise tous les outils dont le cinéma dispose. Une imagerie qui se grave dans notre esprit et n'en part jamais.